Europe 1, 7h-5, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. Julie, nous sommes le mercredi 11 décembre. Oui. C'est pas un scoop. Sauf que le 11 décembre, c'est la journée mondiale de la montagne. Ce matin, docteur Lemoine, vous avez donc choisi de nous parler de ce fameux mal des montagnes. Et oui, à plus de 2000 mètres, la diminution de la concentration d'oxygène nous fait souffrir effectivement, Thomas, de ce qu'on appelle le mal des montagnes. Alors heureusement, ça va se borner à quelques palpitations, des vertiges, une lassitude plus importante que celle justifiée par l'effort que vous venez d'effectuer. Au pire, le soir, vous n'arriverez pas à trouver le sommeil. Alors on en entend finalement assez peu parler de ce mal des montagnes. Il concerne beaucoup de monde ou pas ? Ben non, c'est pas exceptionnel du tout. Vous serez peut-être surpris de savoir qu'une personne sur 5, à partir de 2000 mètres, ressent ces symptômes. Mais il faut être patient, même si c'est désagréable. Le mal va disparaître en moins de 48 heures si vous restez, ou en quelques minutes dès que l'on rejoint la plaine. Vous savez, c'est un peu la même sensation que dans le mal de mer, qui cède comme par magie dès que l'on touche la terre ferme. Et si on est en montagne alors et que ça va pas fort, Jean-François, on se dit je vais quand même pas lâcher ma famille redescendre, je vais pousser un peu plus haut, ça c'est une bonne idée ou on prend un vrai risque ? Eh ben, si vous décidez effectivement de poursuivre l'ascension, vous risquez d'aggraver le problème. À 4000 mètres, un alpiniste sur 2 ressent une impression de malaise. Mais plus grave, des quintes de toux, un essoufflement important peuvent survenir. Attention alors au début d'œdème pulmonaire. Et puis un stade ultérieur, vous avez tous vu ça dans les films d'aventure, ça peut être l'œdème cérébral qui peut mener au coma. Mais il faut vraiment être face à des forcenés parce qu'il y a des signes, des comportements bizarres, des troubles de la vue, des vomissements qui, eux, alertent évidemment, imposent la redescente immédiate. Dans ces cas-là, on redescend tout de suite. Cela dit, vous nous parlez d'altitude plus de 4000 mètres. Là, on est quand même avec des himalayistes ou au moins des amateurs très éclairés. Hein. Votre histoire, c'est quand même vraiment pour les très bons. Détrompez-vous, Thomas. Vous connaissez le téléphérique de l'Aiguille du Midi à Chamonix ? Oui. Eh bien, sa gare supérieure est à 3777 mètres et on ne peut pas dire que ça soit fréquenté que par des montagnards. Non, parce que j'y suis allé. Oui, et puis il y a pas mal de retraités. Même pour une altitude plus raisonnable, entre 1500 et 3000 mètres, le mal de montagne est imprévisible. Et celui qui craint le plus n'est pas forcément celui qu'on croit. Le grand sportif peut être aussi bien terrassé que le novice, il n'y a pas de règle. Alors, les femmes sont un peu plus touchées, le plus souvent pour des problèmes d'anémie. Les enfants sont normalement pas plus exposés que les adultes, mais comme ils remuent sans cesse, vous devez le savoir, ils sont plus à risque. Et bonne nouvelle pour les téléphériques de tourisme, les gens âgés sont en règle générale moins sensibles. Bon, donc on se résume, Jean-François, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est prendre la première benne dans le sens du retour quand ça commence à tourner. Oui, en restant allongé. Alors pour ceux qui veulent aller dans les voyages dans le sud, par exemple, dans la cordillère des Andes, il y a des tests de dépistage que certains médecins spécialistes peuvent proposer. Mais en règle générale, si vous n'avez pas de maladie cardiaque ou respiratoire, si vous avez plus de 18 mois, que vous n'êtes pas enceinte, eh bien une montée progressive et 1 ou 2 jours de repos à l'arrivée à l'altitude des vacances, ça va être synonyme d'absence totale de problème, Thomas. Et pour les bébés, plus particulièrement, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Ben oui, pour eux, l'altitude peut être risquée. Donc, avant 1 an, les spécialistes recommandent de ne pas dépasser 1200 mètres. Alors, une astuce, toutefois, biberon et tétine peuvent être utiles parce que vous connaissez le phénomène de succion qui permet au bébé de réduire les risques d'avoir mal aux oreilles avec le changement d'altitude. Oui, on fait la même chose en avion, vous savez. Quand on mange un petit bonbon au départ. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. À demain. À demain.